Radio Peloton. Radio Peloton. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Radio Peloton. On va évidemment préfacer le Tour des Flandres cette semaine avec Jean-Marc Guéraille et Quentin Finet. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bon, avant d'aller au Tour des Flandres, on parlera un petit peu de la Catalogne quand même, de la semaine de Remco Evenepoel. Et puis comme introduction, comme d'habitude, je vous demande ce que vous avez retenu de la semaine écoulée, Quentin. Moi, c'est la 4e place d'Arnaud Delis à Middelkerk-Wevelgem, il faut dire désormais. Il a un petit peu chassé les démons du passé parce que pour avoir été présent ces 2 dernières années sur cette course-là, je me souviens de l'ambiance morose qu'il y avait au pied du quart de l'équipe Lotto. À chaque fois, c'était son printemps qui se refermait à cette période-là. Et là, voilà, il est passé à un doigt du podium. Et plutôt que de retenir justement ce résultat brut, il préférait se concentrer sur le fait qu'il était heureux, qu'il avait retrouvé des sensations. Il a été assez fatigué après le Grand Prix de Denain et pour une fois il a écouté son corps comme il le dit. Il a accepté de récupérer, il a fait que 8 heures de vélo en quasiment 10 jours, ce qui est évidemment très peu pour un pro, mais il avait besoin de ça. Ça fonctionne et je pense qu'il va aborder les grosses échéances qui arrivent avec pas mal de confiance. Oui, on a l'impression qu'il a pas mal subi la course, mais il va chercher un tout beau résultat. Donc, ouais, il a qui est quand aussi même important pour l'auto avec les points ici. Tout à fait, puis il y a Bergmous aussi qui est juste aux portes du top 10. Je trouve que l'équipe Lotto dans son ensemble a été assez solide quand même. Et puis Delis a pris certains relais aussi à un moment donné quand il était dans la première bordure. Les Mouronnes, c'est l'endroit où systématiquement il pétait, comme on dit dans le jargon, ces 2 dernières années. Il était dans le premier groupe et assez actif, donc c'est des signaux plutôt encourageants, même s'il le dit lui-même, il n'est pas encore au top sur les efforts lactiques, notamment dans les efforts maximaux. Il y a encore un petit peu de travail à faire, mais en tout cas ça va dans le bon sens. Ouais. Jean-Marc. Oui, puis je vais juste rajouter un petit mot, c'est qu'on en parle quand même beaucoup de Delis parce qu'il est sur le marché des transferts. Il est sur le marché des transferts. Ouais. On a déjà cité son nom dans 2 grosses équipes, donc je veux dire, je pense qu'il n'a pas à s'en faire pour son avenir et je pense que ça va être difficile pour l'auto Intermarché. Bon, ça c'est une parenthèse. Alors moi, ce que je retiens, c'est Almeida Lacata. C'est-à-dire que lui qui vise le Tour d'Italie. Il sait que son adversaire numéro 1, 2, ce sera Vingegaard. Et Vingegaard a montré que lui était prêt, et Almeida a montré que ça n'allait vraiment pas du tout. Et on a un peu l'impression que dans cette équipe EAE, sur les tours ou plus petits tours, quand il n'y a pas Pogacar et Del Toro, c'est un peu morne-plane, quoi. On a vu Soler cette semaine attaquer, mais c'est presque tout. Enfin, franchement. C'est inquiétant. Alors, j'ai lu une interview de Almeida qui n'allait pas évidemment dire que tout allait bien, qu'il allait faire des examens pour voir si effectivement il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son corps, parce que lui-même dit je ne me sens pas bien sur le vélo, ce qui n'est pas normal à cette époque-ci de l'année quand on vise au moins un podium. Il était clairement pas à son niveau. Non, il est nulle part. C'était l'un des premiers, un des premiers favoris à lâcher dès que ça montait. C'est pas normal. Et c'est le plus inquiétant quand on n'a pas d'explication et qu'il faut seulement aller chercher. Il parlait d'analyse sanguine notamment pour essayer de trouver une piste. Donc, et mentalement, c'est toujours difficile pour un coureur de ne pas savoir d'où vient cette méforme justement. Oui, et puis qui serait leader de rechange au Giro avec tous les blessés qu'ils ont eus, ça sera compliqué pour UAE de trouver une parade. On en reparlera probablement dans les prochaines semaines. Je voudrais juste ajouter un petit mot sur la performance de Fleur Morse, qui est quand même la relève du cyclisme féminin, 20 ans. Le cyclisme féminin belge ne compte que 2 victoires jusque-là, c'est Lotte Kopecky. Il y a Justine Gekir qui fait des beaux résultats réguliers. Il y a Shari Bossoit qui revient en bonne forme. Mais là, Fleur Morse, 20 ans, pour les classiques, c'est quand même très encourageant. Aussi bien au cyclocross, parce qu'on l'a vu cet hiver aussi, que sur la route. Donc, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, messieurs. Mais, il est passé vraiment pas loin, là. Pas loin de faire le coup. Comme on dit de l'autre côté de la frontière. Je crois que Wibos a quand même eu un petit moment de chaleur là derrière la ligne, quand elle l'a vu remonter dans les derniers mètres. Alors qu'elle avait promis, après avoir perdu l'Amstel Gold Race comme ça, que ça lui arriverait plus jamais. Ça lui est pas arrivé. C'est vrai. Ça lui est pas arrivé, mais on n'est pas passé loin. On passe au premier débat. On va se demander si Evenepoel et Lipovic, c'est une affaire qui marche. A priori, les premières réponses sont plutôt positives, mais on va en parler. Avant ça, je vous demande, messieurs, Jonas Vingegaard vient de remporter le Tour de Catalogne pour la première fois de sa carrière. Vous savez qu'on parle souvent du Big Seven dans les courses d'une semaine, donc Paris-Nice, Tirreno, Catalogne, Pays Basque, Romandie, Suisse et Dauphiné. Combien il lui en manque au palmarès maintenant qu'il a coché Paris-Nice et Catalogne? Je pense qu'il n'a jamais gagné le Tour de Suisse. Ni Romandie. Ouais, ce sont ces 2-là. Bien joué, messieurs. Ouais. Parfait. On est complémentaires. Donc, c'est en Suisse. Donc il doit aller gagner en Suisse. Donc il doit aller gagner en Suisse. Ça ne sera pas pour cette année parce qu'entre le Giro et le Tour, ce sera compliqué. Mais voilà. On a pensé quoi de la collaboration belgo-allemande au sein de la Red Bull Bora entre
Remco Evenepoel et Florian Lipowitz. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé ? D'abord, je pense qu'il faut remettre quand même le dossier de la chute sur la table, parce que sans doute que ça a modifié les plans de la chute de Remco, à 500 mètres de l'arrivée, alors qu'il allait sans doute gagner l'étape. Enfin, c'est l'impression qu'en tout cas, que ça donnait. Ça a sans doute un petit peu redistribué les cartes entre les deux, parce que clairement, 48 heures après, Lipowitz était plus fort que lui dans la montagne. Ça, de manière assez claire. Et donc Remco s'est transformé, je dirais, en équipier de luxe lors de la fameuse étape où Lipowitz espérait battre Vingegaard. On reviendra sans doute sur le niveau de Vingegaard tout à l'heure. Alors, donc quelque part, moi j'ai pas vraiment de réponse en fait. Est-ce que ça marche si bien que cela ? Parce qu'il a, vu son état, il était un peu obligé de jouer. C'est un peu par la force des choses en fait. Il n'allait pas se cacher à la Roglic, comme Roglic fait traditionnellement, en faisant semblant d'être lâché. Donc il a joué le jeu, mais je n'ai actuellement pas la réponse de si on se retrouve dans la même situation autour de France, en montagne, avec les deux qui sont co-leaders. Qui va rouler pour qui ? Ça, je pense pas qu'on peut donner la réponse maintenant. Oui, mais ce que tu dis est important. Remco a fait plus de travail d'équipier que Roglic n'en a jamais fait, alors que Roglic est quand même depuis un petit moment à la Red Bull. Mais ça peut servir plus tard. Il est plus malin que Roglic. En interne, ça peut être précieux. Et j'ai vu que Ralf Denk a souligné justement le boulot de Remco. Il marque des points auprès du management, du staff, des coureurs, de ses équipiers. Donc voilà, quand un grand leader montre qu'il peut travailler pour quelqu'un d'autre, en général, il est récompensé en retour. Oui, on a vu sur l'étape de dimanche aussi qu'ils essayaient d'attaquer à tour de rôle, qu'il y avait un petit regard quand Remco se relevait d'une attaque et que c'est Lipowitz qui en remettait une. Il y a une complémentarité qui essaye de se dessiner. Comme l'a dit Jean-Marc, on ne sait pas comment ça se passera au Tour de France, mais en tout cas là, voilà, ils ont essayé avec leurs armes du moment. Ouais, il y a une ébauche qui est en train de se dessiner en tout cas. Et moi, sur les enseignements, comme le disait Jean-Marc, je trouve que c'est vrai que la chute de Remco a fatalement nous a un petit peu frustrés parce qu'on n'a pas vraiment de réponse sur son niveau en haute montagne. Par contre, sur le début de semaine, donc avant sa chute, moi je le considère comme prêt pour les classiques, sur son punch, sur sa force, sur son sprint. La première étape, il est battu d'un rien par Godon au bout d'un sprint de 300 mètres hyper impressionnant. Et puis sur l'étape des bordures, là, quand il part à deux avec Vingegaard, il était quand même hyper impressionnant, quoi. Il a la moitié du peloton dans sa roue et il les fait péter sur un effort d'une trentaine de secondes. Donc voilà, moi je suis pour ce qui est des Ardennais, je suis rassuré par rapport à son niveau en montagne. Ça, on n'a pas de réponse, je pense. Ouais, ok, pas de réponse sur la montagne. On l'a compris. On parle du fait qu'il s'est fait bien voir en interne aussi en aidant Lipowitz. En externe, c'est autre chose. Il y a quand même cette petite animosité avec Vingegaard qui n'a pas l'air de redescendre. On se souvient de Troyes il y a 2 ans au Tour de France. Oui, mais déjà. Alors, quand on interroge Remco Evenepoel sur ses ambitions de l'année, il cite 2 noms par rapport au Tour de France. Il cite Pogačar et Vingegaard, parce que lui estime que c'est les deux desquels il doit se rapprocher. Il oublie peut-être un peu les autres. Enfin, on peut y revenir. Et effectivement, Vingegaard n'a pas relayé la fameuse étape, mais je pense que Remco aurait gagné. Là où je suis pas d'accord avec Lipowitz-Remco, c'est de dire il y avait un coup à jouer contre Vingegaard. Ouais, le Vingegaard que j'ai vu là, il est intouchable. Sur les 2 étapes, je vois pas comment tu vas les chercher. Même s'il l'attaque l'un à la suite de l'autre, il me paraît actuellement effectivement intouchable. Ouais. Ouais. Mais c'est quand même décevant sur l'étape du samedi, quand on réussit à isoler Vingegaard, de se contenter de rouler pour écarter Gall du général et finalement aller chercher simplement une 3e place au général. Alors, comparaison n'est pas raison, mais ça arrive parfois aussi avec Pogačar, qui se retrouve isolé, tout seul, on dit oulala, ça va pas aller, et puis il le fait quand même. Et là, Vingegaard, je peux dire qu'il l'a fait à la Pogačar, mais quand même, ça fait 2 courses, des mini-tours, je dirais, Paris-Nice et maintenant la Catalogne, où il explose tout le monde. Ouais. Donc lui, il voulait sans doute se rassurer sur son niveau par rapport au Tour d'Italie, qui est quand même son grand objectif de la saison. Il est prêt. Mais c'était peut-être quand même la meilleure option pour aller chercher une victoire d'étape, même sans forcément renverser le général. Mais si Remco s'en va seul, Vingegaard a un matelas suffisant pour le général, je pense pas qu'il se serait affolé. Ouais. Et peut-être que Remco aurait été gagné avec 20 secondes d'avance. Mais je crois que Lipowitz s'est excusé justement par rapport au fait qu'il n'ait pas pu conclure le travail de Remco. Et l'intention, je pense que c'était vraiment d'essayer d'aller chercher la victoire d'étape avec Lipowitz ce jour-là. Après, voilà, le niveau de Vingegaard a fait que c'était pas atteignable, que Remco avait peut-être de meilleures armes. Mais l'intention de départ, moi je pense que c'était clairement d'essayer d'aller chercher cette victoire d'étape aussi, quoi.
Ouais. Un mot sur la performance globale de Vingegaard qui semble avoir encore monté son niveau d'un cran depuis Paris. Il le dit lui-même. Hein. D'abord, il a connu une préparation et une avant-saison quasi sans anicroche. Il n'a juste pas été autour de l'UAE parce qu'il a eu une chute à l'entraînement. Ouais. Mais bon, il montre qu'il a un niveau. Je le trouve... allez, je dirais même mentalement, j'ai l'impression qu'il a même franchi un palier, une espèce d'appréhension. Enfin, je le trouve très offensif. Ouais. Peut-être plus que jamais. Donc, peut-être qu'il va nous sortir une très grosse saison et peut-être qu'on va avoir un vrai Tour de France aussi. Hein. Et moi, ce que je suis impatient de voir, c'est sur le Media Day en début d'année à la Nuccia, là, il a expliqué qu'en fait, il faisait le doublé Giro Tour parce qu'ils avaient analysé ses datas et qu'ils s'étaient toujours rendu compte que sur le deuxième grand tour de la saison, il avait des meilleures valeurs que sur le premier. Donc, si sa théorie est bonne et que là, au regard du niveau qu'il a actuellement, si sur le Giro, on peut imaginer qu'il le remporte et qu'il sort avec un niveau encore supérieur sur le Tour, le duel avec Pogačar, pour moi, il n'est pas d'office gagné pour le Slovène. Hein. Il va falloir faire attention aux Danois. J'avais quand même un petit ticket face à cette déclaration, parce qu'à la Vuelta l'année passée, il n'a pas non plus survolé la compétition. Il y a peut-être un exercice de com derrière, hein, ça c'est clair. Mais il je ne veux pas dire qu'il a gagné l'économie, la Vuelta, mais un peu quand même. Je trouve que son début de saison ici, je le trouve très offensif. Donc moi, je m'attends à un Vingegaard offensif au Giro aussi, d'aller chercher les étapes de montagne comme Pogačar le faisait sur un Tour de France, justement pour le fameux duel à distance avant qu'ils se rencontrent au Tour. Ouais. Oui, puis c'est ce qu'on disait à travers le quiz, il a quand même coché dans un cyclisme de collectionneur, il a coché 2 courses à étapes qu'il n'avait jamais gagnées. En plus, c'est pour ça que je parlais mentalement. Il me semble plus épanoui, enfin moi je ne le connais pas personnellement, mais il est moins renfermé en tout cas. Il me paraît plus souriant que d'habitude. Voilà. Il a dit qu'il avait peut-être de la com aussi, mais il avait besoin de sortir de cette routine aussi, qu'il était un petit peu lassé de tout le temps faire le même programme de course. Rappelons-le. Il a changé d'entraîneur, il a changé de programme aussi, d'approche, donc peut-être que toute cette fraîcheur-là, ça lui fait du bien au final. Hein. D'autres choses à retenir de ce Tour de Catalogne avant de revenir au classique ? Oui, un petit mot sur Lenny Martinez. Depuis le début de la saison, je le trouve vraiment bien, vraiment à niveau. Il est capable de tenir la route Vingegaard comme il a fait lors d'une étape à Paris-Nice qui lui a permis de gagner. Moi, je le vois bien aller en claquer une au Tour. Oui. Parce que on sait que pour le classement c'est compliqué parce qu'il a toujours le fameux jour 100 où il prend une demi. Oui, mais il l'a moins. Là ici sur cette semaine-ci, il est impressionnant. Oui, mais c'est pas 3 semaines. Oui, non, tout à fait. 3 semaines. Je parle même sur les courses d'une semaine, il avait un jour moins bien. C'est plus je le verrais bien aller en chercher une parce que c'est aussi un tempérament offensif, une manière un peu particulière de rouler. Ouais. Voilà. Oui, et puis ce qui le fait rêver plus que tout, Lenny Martinez, c'est le maillot à pois de France, une histoire familiale aussi derrière. Exactement. Donc on peut l'imaginer, comme dit Jean-Marc, être très offensif. Pour ça, il va falloir contrer les deux autres. Hein. Et Pogačar et Vingegaard sont des candidats au maillot à pois s'ils veulent se bagarrer. Oui, c'est sûr. Rien à ajouter sur ce maillot. On a fait le tour. On fera le prono du maillot à pois. On n'a pas encore fait le tour. On passe au deuxième débat. Quels enseignements tirer de l'E3 d'abord, et puis de In Flandersfield, si on ne veut pas dire Middelkerk ou Wevelgem. Le quiz, messieurs, combien de victoires belges chez les pros depuis le début de saison ? On en était à 16 fin mars l'année passée. Au même stade de la saison, on en est à beaucoup moins. 10. Moins que 10, je crois. Moi, je dirais 8. On a 17. 17 Et oui, il y en a quelques-unes qui sont passées inaperçues. Il y a quand même Remco qui en a eu quelques-unes, et puis on a eu Marit, on a eu quelques sprinters. Ça va vite, on oublie. C'est vrai. On oublie vite. Et Philipsen qui vient de se réveiller. On a Merlier qui reviendra pour de bon d'ici une semaine du côté du Grand Prix de l'Escaut, donc ça pourrait aller. En tout cas, au niveau comptable, on est dans les temps. On a rarement eu autant de suspense sur des grandes classiques pavés. Si on prend l'E3 avec la chasse jusqu'au bout de Mathieu Van Der Poel, Gand-Wevelgem aussi avec un scénario à suspense, c'était plutôt sympa à suivre, Quentin. Oui, avec des galactiques, comme on les appelle, qui plient dans leur solo. C'est un truc assez neuf, même s'il y a les circonstances qui font que. Sur l'E3, je pense que Van Der Poel a été un petit peu présomptueux dans le moment auquel il s'est isolé en tête, même si c'était un petit peu à l'insu de son plein gré, comme on dit, puisque visiblement il a attaqué en espérant qu'il y ait d'autres coureurs qui l'accompagnent, et comme il l'a montré avec ses datas là, il a fait 90 minutes je pense à 446 watts. Pour les gens qui font un petit peu de vélo, c'est fou. Alors il fait 75 kilos, ce qui ferait 6 watts par kilo. Là on parle un peu plus aux initiés, mais on est presque
faire 6 watts par kilo pendant 1h30, c'est dingue. C'est digne des performances de haute montagne. D'ailleurs, il n'y a presque aucun col qui fait 1h30 d'ascension. Ouais. Et Philipsen a dit au départ à Middelkerk dimanche que simplement voir le chiffre, ça lui donnait envie de vomir. Donc ça en dit long sur la nature de l'effort. Ouais. Soyons clairs, ce n'est pas des chiffres suffisants pour battre Pogacar dans une arrivée au sommet, mais il pourrait faire ce que Wout van Aert a fait, par exemple, en gagnant une étape du Ventoux avec des chiffres comme ça. Clairement. Ce qu'on n'a jamais vu Van der Poel capable de faire jusque-là. Donc, on a l'impression qu'il a bien bossé sur les durées d'effort. Ouais. J'ai aussi remarqué quelque chose, on en avait parlé ici la semaine passée. À Tirreno, il fait un entraînement en Mondovision pour préparer Milan-San Remo. À l'E3, je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait quand il attaque d'aussi loin. Je pense qu'il met en danger la victoire, mais qu'il le fait avant tout pour préparer le Tour des Flandres, parce que le Tour des Flandres va se jouer certainement aussi sur un effort très long. Et à Gand-Wevelgem, par contre, un peu plus en retrait, presque comme si son coach lui avait dit bon, ici, t'es dans les temps, tu peux la prendre un peu plus cool, et on joue la carte Philipsen. Est-ce que Van der Poel prend les courses de préparation comme des entraînements, Jean-Marc ? C'est terrible à dire. Hein. Là où les autres espèrent gagner, lui, il utilise ça en partie comme entraînement. Ceci dit, hein, je ne veux pas pour un peu diminuer votre enthousiasme, mais moi j'ai l'impression qu'il est quand même un petit cran en dessous par rapport aux années précédentes, par rapport à quelqu'un comme Pogacar, parce qu'on va parler du Tour des Flandres, on va forcément parler du fameux duel. J'ai quand même l'impression que Pogacar est un cran au-dessus. Et le fait qu'il fasse son solo, une voix entre guillemets à la Pogacar, et qu'il se fait quasi reprendre, ça c'est quand même rare. Clairement. Ça c'est rare. De la part des deux d'ailleurs, mais de la part de Van der Poel aussi. Ça veut quand même dire quelque chose quand même sur les fameux pourcentages qui peut éventuellement manquer. Or, on est dans les 2 semaines décisives ici pour Van der Poel. Donc, j'ai quand même le sentiment qu'il a un poil en retrait. Après, que dimanche, il est crânement joué la carte de Philipsen en voyant qu'il ne pouvait pas y aller avec Van Aert. Et est-ce qu'il aurait battu Van Aert au sprint ? Quand on se souvient du sprint de Tirreno où il gagne et qu'il laisse Van Aert 10 mètres derrière lui. Avec les efforts du vendredi, il faut voir voilà, quelle mesure ça lui pesait dans les jambes quand même. Hein. Voilà. En tout cas, il n'a pas collaboré pour dire on va y aller et je vais l'aligner au sprint. Donc voilà, je dirais par rapport donc au Tour des Flandres, puisque ce sera le prochain grand rendez-vous pour Van der Poel, j'ai quand même le sentiment que si Pogacar veut, il le fera sauter de sa roue. Ouais, il est toujours assez honnête, je trouve, Van der Poel dans ses analyses là. Et quand on lui a reparlé des séquelles de sa chute de San Remo, il a tout de suite dit que s'il avait sauté dans le Poggio, c'était pas parce qu'il avait mal à la main, c'était parce qu'il avait mal aux jambes avant tout, quoi. Et qu'il était un petit peu moins bien que l'année dernière, et que c'est ça qui a suffi à faire que Pogacar a su le distancer justement sur le Poggio. Donc là ici, j'ai vu que je pense 2 heures après l'arrivée de Middelkerk-Wevelgem, il était déjà dans l'avion pour partir vers l'Espagne en jet privé pour se préparer au soleil au mieux. Donc c'est quand même sans doute qu'il sent qu'il y a encore un petit peu de réglage et puis il est aussi très prudent, je trouve, dans ses déclarations sur le Rhône. Il dit que Pogacar va être très difficile à aller chercher, donc je crois qu'il mesure l'écart de niveau sans doute qu'il y a entre lui et le champion du monde actuellement. Et puis rappelons-le, il roule plus que Pogacar, mine de rien, et des courses où à chaque fois il est dans l'animation de la course. C'est pas comme s'il se met au milieu du peloton et puis qu'il attend que les 200 km se passent. Dans ce temps-là, l'autre, il a couru quoi, 2 jours ? Il a fait 2 courses. Voilà, la fraîcheur, ça va jouer aussi. Hein. Ouais, donc si je comprends bien, quand je vous demanderai votre pronostic dans quelques minutes, vous serez tous les deux d'accord. Il n'y aura pas un grand suspense, je pense, désolé. On va quand même essayer de le ménager. Je vous demanderai le podium. On demandera le podium complet. Qu'est-ce qu'on retient d'autre ? Il y a l'équipe UAE, Jean-Marc en parlait sur les courses par étapes, c'est décevant. Ici, on a quand même un Florian Vermeersch qui est dans la forme de sa vie. On a vu un Morgado faire un super E3, il était en tête dans le vieux Quarmont. Donc là, il y a quand même une équipe autour de Pogacar aussi pour durcir la course. On peut imaginer ce que ça aurait donné avec Tim Wellens en plus, je pense, qui est malheureusement sur le flanc actuellement. Mais Vermeersch, il est vraiment impressionnant. Je trouve il a franchi un cap en termes de niveau, de tempérament en course aussi. Son rôle fatalement a évolué avec le retrait de Wellens, notamment sur les courses sur lesquelles n'est pas présent Pogacar. Ce qui est dommage pour lui, c'est qu'il n'a pas une vraie pointe de vitesse. Donc je crois que sur le Grand Prix de l'E3 par exemple, où il était le moteur justement de la poursuite derrière Van der Poel, c'est ça qui a fait qu'il n'a pas pris ce dernier relais quand ils étaient peut-être à 5 mètres de la route Van der Poel, parce qu'il sait qu'il était battu par ses compagnons de fuite. Donc s'il avait ce petit truc, cette petite giclette en plus, il y aurait sans doute un palmarès derrière qui serait déjà sacrément étoffé, je pense. Ouais, Jean-Marc, on va voir UAE durcir très tôt probablement au round avec les armes qu'ils ont pour le faire. Alors, le scénario
est écrit. Mhm. Ils vont durcir, il va partir entre 60 et 70 km de l'arrivée. Mais je rappelle que le scénario de Milan-San Remo, il était tout écrit aussi. Et puis ils ont dû tout changer parce qu'il y a une chute. Donc, et le Tour des Flandres, c'est encore autre chose. Je sais pas, j'ai pas regardé la météo, mais je pense qu'il fera sec. C'est hésitant. Oui, c'est hésitant, mais apparemment il va pleuvoir pendant la semaine et peut-être plus le week-end. Donc normalement ce sera sec. Je vais revenir 2 secondes sur le gagnant d'hier quand même, Philipsen. Je me souviens que ici la semaine dernière, j'ai dit c'est peut-être le déclic de gagner Nocquereux. Ouais. Il tournait autour, enfin il avait l'impression qu'il était un peu plus loin que les années précédentes. Là il vient d'en claquer 2 et hier. Il n'y a pas eu photo. Hein. Et lui aussi, il coche une case qu'il n'avait pas encore cochée pour son équipe d'ailleurs. Qui n'avait jamais gagné. Et on parlait tout à l'heure de Remco qui a roulé pour Lipovic. Première chose qu'il dit à l'arrivée, c'est quand on court avec un équipier comme Van Der Poel, tout est plus facile. Oui, c'est quand même Alpecin qui gagne les deux. Hein. C'est d'autant plus facile qu'on voit Boras et Poumonet dans la poursuite, qu'on voit tout le monde, et puis les sprinteurs doivent se débrouiller seuls. Quand Philipsen, lui, il a un sénéchal qui vient le remonter dans le bon timing. Derrière, on voit Meus qui se fait un petit peu tassé par la porte. Ils se sont pris le bec tous les deux, la porte et Meus, après l'arrivée. Je pense que quand ils reverront les images, ils se diront que c'est un fait de course et que la porte n'a rien fait de très méchant non plus. Mais voilà, c'est plus facile quand on a l'équipier qui vient remonter, quand la porte s'ouvre et qu'il n'y a plus qu'à la mettre au fond, entre guillemets. Et je pense aussi que notre ami Philipsen a compris que de rouler de manière un petit peu plus défensive pouvait lui être profitable, quoi. Oui, contrairement à Kurn par exemple, voilà, il bougeait beaucoup. C'est ça, et il le disait lui-même précédemment sur Gand-Wevelgem, il avait toujours un petit peu les jambes déjà bien entamées au moment de sortir de la zone des monts. Là, il n'avait quasiment pas donné un coup de pédale, il était extrêmement frais. Même chose sur Nocquereux, il n'a pas bougé. Donc voilà, pour espérer gagner, il faut parfois accepter de se ménager un petit peu plus en amont, même si on a un tempérament offensif comme lui et qu'on a les capacités physiques pour le faire. Un mot sur Mats Pedersen, qu'on a vu que à l'E3, parce qu'il était visiblement déjà un petit peu malade pour l'E3 et qu'il a donc déclaré forfait pour Wevelgem. Il a quand même confirmé qu'il n'est pas à 100%, mais qu'il est quand même c'est quand même un contretemps. Ouais. C'est quand même un contretemps, parce qu'on avait été surpris de sa 4e place à Milan-San Remo. On s'est dit, oula, il revient déjà en forme. Donc, je pense qu'il avait besoin de l'E3. Ouais, il fait quand même 9e, donc c'est qu'il est dans le jeu, je trouve. Et sur son état physique, moi, ce que je pense qui doit être positif pour lui, c'est qu'il a pas mal à cette main sur les secteurs pavés. Et ça, c'est quand même hyper important, justement, pour le Tour des Flandres. Mais je pense aussi qu'il songe encore plus à Paris-Roubaix, qui est la course dont il rêve depuis des années et qui lui convient sans doute encore mieux. Oui, et le 3, à l'inverse, c'est peut-être celle qui lui convient le moins bien, la plus explosive de toutes, celle où les efforts se répètent avec la fréquence la plus dense. Donc voilà, on lui laisse le bénéfice. Outsider, on va lui, je sais pas, dans la DH, vous allez lui mettre combien d'étoiles pour le round? Entre 2 et 3, sachant que le maximum est à 5, je pense, Il y aura quelqu'un à 4 étoiles il y aura quelqu'un à 6. Un mot sur Del Grosso, qui fait quand même ses débuts sur ces classiques-là et qui était vraiment très bon à l'E3 pour un coureur aussi jeune. C'est très prometteur et c'est aussi un super lieutenant dans les années à venir pour Van Der Poel et peut-être même plus que ça. Mais on l'appelle pas par hasard le Van Der Poel 2.0. Je pense qu'ils ont la même allure sur le vélo, la même aisance. Ils font du cyclocross. Et je pense qu'ils vont peut-être avoir la même trajectoire. Je le souhaite évidemment à Del Grosso, parce que quand on voit le palmarès de Van Der Poel, ce sera assez exceptionnel. Mais quand on le voit des images aériennes, moi, il y a une sorte de mimétisme comme ça dans la posture qui est assez dingue. Et même le placement, etc., il est déjà hyper habile, je trouve. Donc dans les prochaines années, on va voir Del Grosso contre Del Toro. Oui. Peut-être. Dans certaines courses, peut-être. Autre chose vous a marqué sur ces deux classiques qui préparent le round? La Soudal Quick-Step qui ne score pas vraiment. J'avais noté, j'en ai touché un mot ce matin, on débriefait un peu le week-end avec Quentin. J'ai Magnier, on l'attendait quand même mieux. Alors on me dit oui, il a de la malchance, mais quand la malchance s'accumule, c'est que quelque part on n'est pas tout à fait à niveau, on n'est pas tout à fait où il faut qu'on soit. Enfin, bref, on passe. Pour l'instant, il est en train de passer à côté. Et moi, je mets pas Magnier dans un outsider ce prochain week-end, par exemple. Sur les monuments, je pense que il est encore un petit peu juste sur les courses de 250. Il fait 2e quand même l'année dernière. Non, Volk.
sur les courses de 250 km, mais là, oui, ici, moi j'avais l'impression qu'il n'était pas trop mal. Et puis bon, il y a ce changement de vélo qui lui coûte une longue poursuite. Et puis c'est vrai qu'en termes de résultats secs, le meilleur coureur de l'équipe Soudal, c'est Stuyven, 16e à l'E3 et 10e à Wevelgem. Pour une équipe qui s'était réinventée justement, qui voulait retrouver son ADN des classiques, c'est clairement décevant. Et on va arriver là, le chrono est en train de tourner. Ça se refermera après Roubaix, donc ils ont besoin, je pense, d'avoir au moins un podium sur les 3 courses à venir en tout cas. Ouais. On passe au 3e débat. Est-ce que Wout van Aert sera plus qu'un arbitre du duel Pogačar-Van der Poel au round? Si on n'a pas encore parlé de Wout, vous l'avez compris, c'est qu'on lui réserve ce 3e débat. Combien de podiums compte Wout van Aert au Tour des Flandres? C'est un quiz assez basique, mais pas si simple. Moi, j'ai absolument pas la mémoire des chiffres. 2. 1. Il y en a un. Donc il finit pas une fois 3e. Non. Non, il y a juste cette photo finish en 2020 contre Van der Poel. J'avais en tête qu'il faisait une fois. Il reste sur 2 4e places, battu, je pense, il y a 2 ans par Pedersen dans un sprint pour la 3e place. Et puis l'année passée, il est battu par Van der Poel et par Pedersen, ou plutôt dans l'autre ordre, Pedersen et Van der Poel, parce que ça aussi, je l'avais un peu oublié, mais Van der Poel ne fait entre guillemets que 3e l'année passée. Il était tombé aussi plutôt dans la course. Qu'est-ce qu'on peut espérer, messieurs, de Wout van Aert ce dimanche? Moi, je dirais un podium. Parce que sur ce qu'on a vu sur la dernière montée du Kemmel, donc qui était par son versant le plus raide, l'ossuaire, qui fait un petit peu penser au Paterberg, on voit quand même que quand Van der Poel accélère, il est à l'extrême limite. Donc, comme on l'a dit, en tout cas, si on part du principe que Pogačar est encore au-dessus de Van der Poel, je vois pas comment Van Aert va pouvoir aller concurrencer ces deux-là, sauf sur des circonstances de course, une stratégie bien établie. Ça, c'est évidemment tout à fait possible, et heureusement, parce que c'est ça qui fait la beauté du vélo. Mais à la pédale, comme on dit, je ne le vois pas inquiéter Van der Poel et Pogačar ce week-end. Par contre, sur Roubaix, ce sera un autre discours. Oui, le Paterberg, c'est celle qui lui convient peut-être le moins bien face à l'explosivité de Van der Poel. J'ai revu les images de l'année passée, c'est là où il a le plus souffert. Et d'un autre côté, sur le vieux Quarmont, il a quand même déjà aussi souffert sur des attaques de Van der Poel et Pogačar. Donc ce sont 2 montées où simplement, je pense que le niveau de Pogačar et le niveau de Van der Poel actuel font qu'il est simplement un petit cran en dessous, quoi. Oui, Jean-Marc, qu'est-ce que tu espères pour Wout? Alors, il y a le cœur et la raison. le cœur belge que l'on a, tout le monde sait qu'on aime Wout van Aert pour son courage, pour ses retours, pour ce qu'il nous a amené, victoire à Paris, victoire au Ventoux, on en a parlé. Je pense que toute la Belgique, même francophone, espère que Wout van Aert va gagner ou le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Alors, s'il n'y avait pas les 2 autres, je pense que ce serait possible. Mais il y a les 2 autres. Et donc je pense que ça va être très compliqué pour Wout van Aert dimanche. Parce que moi, je ne pense pas qu'il pourra suivre. Je pense que quand ils vont enclencher, ce sera compliqué pour lui. Et après, tu te retrouves derrière dans un groupe qui va chasser. Et là, tu peux faire podium comme tu peux finir 8e. Voilà. Je sais que c'est un peu cruel, mais c'est malheureusement les scénarios qui se répètent le concernant. Question un peu naïve. Je ne pense pas qu'il peut les lâcher. Je ne vois pas où dans quel film Wout van Aert lâche les 2. Alors je pense que sur ce point on est tous les 3 d'accord. La question naïve qui me vient, c'est est-ce qu'il aurait le droit d'anticiper? Il y a 2-3 ans, jamais personne n'aurait laissé Van Aert prendre un temps d'avance. Est-ce que cette année c'est peut-être possible? Je ne pense pas qu'on le laissera. Les équipes aussi, UAE et Alpecin sont tellement solides. Moi, il y a par exemple un gars dont on ne parle pas beaucoup, mais Plancart chez Alpecin depuis le début de la saison des classiques, c'est waouh, le niveau qu'il a et la maîtrise. C'est un nom qui sonne bien pour sur ce terrain-là. Des Flandres. Sur ce terrain-là, c'est assez impressionnant et je pense que ça reste quand même un sérieux outsider et je vois pas les équipes UAE et Alpecin le laisser filer et lui prendre trop d'avance en tout cas. Ouais. Mercredi, à travers la Flandre, il devrait s'y aligner, même si on a une période de l'année où il peut y avoir des petits changements de programme, s'il sent qu'il n'en a pas besoin, qu'il ne veut pas prendre de risques, parce qu'on sait ce qui lui est arrivé il y a 2 ans. On sait ce qui lui est arrivé l'année passée aussi. Il est peut-être un peu revanchard par rapport à ce sprint raté contre Paules. Ça ferait du bien d'aller en gagner une avant le Tour des Flandres. Exactement. Pogačar ne s'aligne pas.
je pense. Il ne vient pas. Van der Poel non plus. Ouais. Puis comme pour en revenir à la théorie de Jean-Marc sur le déclic de Philipsen à Nokere, ça peut être la même chose pour Van Aert mercredi. Juste avant une plus grande épreuve, plus prestigieuse, ce serait l'idéal, ça c'est clair. Et même quand on a son âge, son palmarès, je pense que ça reste des momentum importants dans une saison. C'est une des seules qu'il n'a pas gagné. En dehors des monuments, bien sûr, mais il a gagné le 3, il a gagné au Wevelgem, il n'a pas gagné à travers la Sans oublier que ça rajouterait encore à l'enthousiasme de la Flandre complète pour dimanche. Il évoluera dans un stade de foot, alors je pense, pendant 250 km. L'équipe de Wout, il n'y a plus Jorgensen qui se concentre cette saison sur les Ardennaises, et il était quand même très bon l'année passée, Jorgensen. Laporte, un petit peu décevant quand même. J'ai l'impression que cette grosse année, même presque 1 an et demi, loin de son meilleur niveau, est dure à rattraper. Lui, il dit qu'il est en forme, qu'il est probablement proche de ses meilleurs chiffres, mais ça se vérifie pas tellement. Je pense que tout le monde progresse tellement vite que quand on rate un an... Laporte, il est là. Il est là, mais on l'a connu plus fort. D'où il vient, je trouve que ce qu'on a déjà vu de Laporte, c'est bien. Alors moi, j'ai envie de le croire. On en parlera pour le podium. Okay. Après, le discours de Van Aert après Wevelgem m'a un petit peu frappé, dans le sens où il disait que Van der Poel avait eu la chance de pouvoir miser sur un sprinter derrière, et que ça avait été un atout et pas lui. C'est quand même pas une pique, mais en tout cas, c'est pas... Oui, mais il y avait quoi derrière ? Il y avait Philipsen, il y avait Meus... Il y avait Laporte en sprint pur, c'est vrai. C'est pas insultant non plus, mais c'est vrai que j'avais tiqué un petit peu aussi, et je pense que c'était peut-être plus une pique aussi envers Brennan, même si il est très jeune, il a été un peu malade, etc. Mais si Brennan avait été là dans le groupe derrière, Van Aert aurait peut-être pu un peu jouer aussi. On parlait tout à l'heure d'éventuellement départ de Lee. On parle beaucoup du départ de Laporte aussi, de chez qui pourrait aller chez Red Bull. Donc ça commence peut-être un peu à grouiller dans les équipes. Et puis c'est vrai que c'est quand même une équipe qui a été profondément remaniée sur le terrain des Flandriennes cet hiver. Ils ont perdu Benoît, Van Baarle, Kilich. Kilich est arrivé, excusez-moi. Mais ils l'ont perdu ce week-end sur sa clavicule, donc ça fait 3 coureurs précieux. Et le noyau est plus jeune aussi, je pense, globalement. Il y a Hagenès qui est, je trouve, impressionnant. Grand talent qui est en train de confirmer quand même. Avec, c'est peut-être lui qui aurait pu gagner le 3 si cette jonction se fait avec Van der Poel quand on voit le sprint qui sort. Ça confirme aussi qu'il aurait probablement gagné 2 nains s'il n'avait pas fait n'importe quoi avec Segart. Parce qu'on peut en parler, mais ce jour-là, Segart fait une masterclass tactique, mais Hagenès fait un peu une disasterclass tactique. Il y a quand même du monde pour entourer Wout van Aert dimanche, et encore plus à Paris-Roubaix, donc c'est encourageant, parce que je pense que Laporte, Hagenès sont des gens qui seront encore meilleurs peut-être à Paris-Roubaix Moi, je suis convaincu que Paris-Roubaix convient mieux à Van Aert que le Rhône, et que s'il peut en gagner une ce printemps, ce sera celle-là. Je souhaite les deux, évidemment, mais... Qui, pour anticiper la grande bagarre, c'est devenu le jeu aussi autour des Flandres, c'est qu'il faut attaquer avant Van der Poel et Pogacar, sinon c'est trop tard. Pourquoi pas Vermeersch, même s'il a Pogacar dans son équipe, ça pourrait mettre Pogacar encore plus dans un fauteuil, et s'il se retrouve à l'avant dans un coup qui part à 50-60 km, je suis curieux de voir qui va rouler derrière. Jean-Marc, d'autres noms Moi je pense que Pogacar va miser sur Vermeersch pour durcir. Pour durcir et ou après maintenir ceux qui auraient éventuellement envie de revenir. Donc, ça fait quand même longtemps qu'une grande classique n'est plus revenue à ce qu'on appelle l'échappée matinale. Tout simplement parce que les autres sont trop forts. Et quand tu regardes les vainqueurs de cette année, c'est régulièrement des noms attendus. Il n'y a pas le surprenant de Sexas à Vingegaard. On les attendait à peu près tous. Sexas étant une nouveauté, mais on a compris que c'était un phénomène. Donc je crois que ça devient actuellement très compliqué, voire impossible. Peut-être sur une course comme Paris-Roubaix où la météo peut jouer, où évidemment la qualité des pavés, la manière de rouler sur les pavés. Effectivement, là, il y a peut-être une possibilité d'éventuellement d'anticiper et de coincer le scénario établi. Puis il y a les Red Bull, je pense, qui ont tendance à qui ont intérêt plutôt à se découvrir assez tôt, un gars comme Gianni Vermeersch peut-être, ou Ghana qui j'ai trouvé n'a pas été le plus malin. Non. Ce dimanche, d'ailleurs, Philippe Gilbert, qui est presque aussi bon comme consultant que coureur, et c'est pas peu dire, le disait, quand la poursuite s'enclenche juste après le Kemmel, il met tout le monde dans la bordure. Dans la caillasse.
tout le monde est à bout de souffle et ça désorganise tout. Ouais. Et je pense que là, il a bien aidé les deux têtes. Mais Ghana, sur le Tour des Flandres, on l'a déjà vu faire des placettes aussi. Plus Roubaix, moi, je crois plus c'est Roubaix aussi. Ça fait des années que je prétends que le Ghana va gagner Paris-Roubaix, il le gagnera peut-être de jamais. Hein. C'est vrai. Mais toutes les équipes, sauf UAE et Alpecin, je pense, ont en tout cas sur papier intérêt à tenter un truc avant la pleine finale, quoi. Ouais. Donc, à voir si on va leur laisser cette liberté. Dans un coup. C'est peut-être ce qu'il a de mieux à faire, Arnaud, finalement. Ouais. Il sait bien qu'il ne passera pas le Paterberg avec Van Der Poel et Pogacar. Ouais. Les pronostics, messieurs, pour conclure. Non, vas-y. Pogacar en 1, si je vous ai bien compris. Tout à fait. Qui en 2? Van Der Poel. Mais moi, j'ai fait un podium un peu surprise. Donc, je mets Laporte en 2. Et j'aimerais bien qu'il fasse un jour un résultat, parce qu'il est tout le temps là depuis le début de la saison, c'est Florian Vermeersch. On a le même troisième, Jean-Marc. Parce que je pense qu'il le mérite. Ouais. Je ne sais pas s'il va y arriver. Il est tellement généreux dans l'effort. Jusqu'à présent, il ne l'a pas eu. Donc, voilà, d'arriver dans un groupe et se retrouver sur un podium, ce serait quand même bien. Donc, aucun de vous deux ne met ni Pedersen ni Van Aert sur le podium? Pedersen, je dirais à la limite certainement pas, dans mon cas. Van Aert, je crains qu'il soit de nouveau victime des circonstances de course et qu'il finisse 8e en disant il était là, mais pas pouvoir accompagner ceux qui font vraiment la différence. Alors que Vermeersch, tactiquement, pourrait profiter dans un final de dire moi j'ai Pogacar, je dois pas loin devant, je dois pas rouler là-bas. Exactement. Et puis aller chercher son podium. Ça peut être un atout. Ok, on a compris l'idée. On se retrouvera lundi ou mardi prochain pour débriefer de tout ça et puis se projeter sur Paris-Roubaix, qui, vous l'avez compris, concentre tous nos espoirs pour Wout van Aert. À bientôt. Bon round. Radio Peloton.